les 4 clés pour réussir absolument votre premier investissement immobilier en 2024, 2025 et même d'une manière générale. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on voit bien que dans le contexte actuel, avec des taux d'intérêt qui sont quand même à hauteur de 4% ou autour de ça, il est très probable de faire une très mauvaise affaire si on ne sait pas bien faire les choses et si on ne maîtrise pas des clés fondamentales. C'est une masterclass, c'est une formation entière. On commence tout de suite et puis je vous demande juste de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Let's go! Dans un contexte immobilier où les taux d'intérêt sont de 4%, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'on emprunte, on va payer quand même assez cher son investissement immobilier. Ce qui fait que, évidemment, l'investissement immobilier, s'il est mauvais, il va être encore beaucoup plus couperet, il va être encore plus fatal. Et donc, il est primordial de tout maîtriser. La première clé, c'est faire votre étude correctement du bien immobilier. Alors, c'est la base, mais la base, il faut la maîtriser. Ça sous-entend beaucoup de choses en réalité. Tout d'abord, bien analyser votre quartier, bien analyser le bien immobilier. Est-ce qu'il est dans une bonne rue, un bon quartier? Est-ce que le prix du mètre carré est juste et adapté? Est-ce qu'il est supérieur au prix du marché? Comment est le voisinage? Tous ces petits trucs-là à faire très attention. Par rapport à cela, méfiez-vous de vos émotions, méfiez-vous aussi des émotions que l'agent immobilier peut vous impulser lors d'une visite en vous mettant un peu la pression ou tout simplement en vous vendant du rêve et vous tombez dans le panneau. Donc méfiez-vous des émotions parce qu'elles seront de mauvais conseils. Et toujours en lien avec bien étudier le bien immobilier et bien étudier tout simplement le contexte du bien, lorsqu'on veut bien faire les choses, on étudie aussi les travaux. Est-ce que la façade est correcte? Est-ce que la toiture est correcte? Est-ce que les huisseries sont correctes ou vont être amenées à changer? Parce que ça peut coûter très cher des fenêtres. C'est même l'un des postes les plus chers en général que lorsqu'on va faire des travaux. Le système sanitaire, la note du DPE, est-ce que c'est du chauffage collectif? Est-ce que c'est du chauffage individuel? Est-ce qu'il faudra changer la chaudière au gaz? Tous ces petits trucs-là, il faut tout lister. Les éventuelles problématiques se cachent généralement dans les travaux. Et donc, il est essentiel de tout regarder. Faites-vous une liste et je vous conseille fortement de tout étudier, de lister tous les coûts potentiels qui peuvent tout simplement arriver et faites une offre en conséquence de cette liste de travaux potentiels. Évidemment, le mieux c'est quand même de s'y connaître un peu en travaux parce que sinon vous aurez du mal à faire cette liste-là. Vous aurez du mal à savoir qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il ne faut pas changer, quel est le coût du changement de par exemple des huisseries, d'une porte, de l'électricité. Donc ça, c'est primordial de bien s'y connaître en travaux ou du moins d'avoir un bon réseau qui s'y connaît. Deuxième clé essentielle, calculez le coût total de votre investissement. Parce que je vois trop des calculs un petit peu à la louche. Oui, il y aura ça, il y aura peut-être ça. Non, non, non. Vous prenez un Excel, vous listez tous les coûts. Et là, une fois de plus, ou un papier et un crayon, ça marche très bien. Tous les coûts potentiels. Alors, on va les voir ensemble. Le prix d'achat du bien, c'est la base. Les frais d'agence, les frais de notaire, les frais d'hypothèque, les frais de financement, les travaux. Tout ça, ça va être le coût de votre bien immobilier. Alors, pour les frais de notaire, ils sont en général à hauteur de 8% du prix du bien immobilier. Ok, très important. Vous pouvez prendre 8%. Il y a quelques régions où ça va être un tout petit peu moins cher, mais on est tout le temps autour des 8%. Moi, je calcule tout le temps avec 8% et ça marche très bien. Donc, ça peut monter vite. Tous ces éléments sont à prendre en considération. Pour les travaux, je l'ai dit précédemment, hyper important. Les frais d'agence, là aussi, il faut faire très attention. Parce que parfois, lorsque vous allez acheter un bien avec frais d'agence inclus et surtout à la charge du vendeur, eh bien à ce moment-là, vous ne pourrez pas les déduire de vos frais de notaire. Je m'explique. Lorsque les frais de notaire vont être calculés, on va prendre en considération également les frais d'agence. Et ça, c'est un problème parce que les frais d'agence, en général, en France, ça va être entre 5 et 7%. Et du coup, 5 à 7% du bien, c'est un montant quand même substantiel. Et forcément, s'ils sont à la charge du vendeur, eh bien, vous ne pourrez pas les enlever pour calculer les frais de notaire. Ça veut dire que sur un bien de 100 000 euros, il y a environ une commission de 7-8 000 euros. Eh bien, les frais de notaire seront calculés sur non pas 100 000, mais sur 108 000 euros. Et donc, forcément, ça augmente la base des frais de notaire. Toujours dans les coûts globaux, j'ai identifié les coûts globaux, mais après, il y a les coûts vraiment du financement. Et ça, il faut aller un peu plus loin que juste voir les coûts de dossier, les frais de dossier, ce genre de choses. Il faut voir aussi calculer la mensualité. Pourquoi? Parce qu'une mensualité, ce n'est pas seulement le remboursement du capital, ce n'est pas seulement le remboursement du prix du bien. Il y a les intérêts qui seront remboursés, il y a l'assurance emprunteur qui peut être d'un certain coût, surtout quand on est non-résident, parfois on va nous vendre des assurances emprunteurs à 0,5%. C'est énorme. Alors pour calculer tout ça, la meilleure chose à faire, c'est prendre le TAEG. Le TAEG, c'est le taux global en fait qui va inclure tous les frais.
Et puis ensuite, c'est de voir ce TAEG justement inclus dans votre mensualité de prêt et vous aurez quand même une bonne idée de combien vous coûtera tous les mois votre bien immobilier et surtout à la fin combien il vous coûtera parce que c'est un élément primordial, surtout quand on est dans des taux finalement qui ne sont pas forcément très hauts mais dont l'augmentation a été soudaine et qui commencent à peser sur des biens immobiliers qui ont un certain prix assez haut. Ensuite, il y a les autres coûts. Les coûts liés finalement à la maintenance, au fonctionnement du bien. Et ça, c'est des coûts un peu cachés, dont personne ne pense. Donc tout simplement, ça va être les coûts liés à l'énergie, typiquement, les charges de copropriété, la taxe foncière, ce genre de choses. Ne pas prendre en compte tous ces petits frais, j'ai envie de dire cachés ou omis, oubliés, c'est une erreur gravissime. Je vois beaucoup de personnes de temps en temps qui disent « Bah non, mais j'ai acheté un appartement, là je suis en train d'acheter, je sais que je peux le louer environ 600 €. » Ok, est-ce que vous avez étudié les frais de copropriété? Est-ce que vous avez étudié les charges tout simplement liées à l'énergie du bien? Est-ce que vous avez étudié tout ça? Pourquoi je dis ça? Parce que parfois, vous allez acheter un appartement et puis les charges mensuelles vont être de 300 € par mois. Ça peut arriver. Ça peut arriver, ou 200 €. Or, si le prix du loyer et le prix moyen, le prix du marché qui correspond à votre bien est de 600 € ou 650, comment vous allez faire? Vous ne pourrez jamais mettre un loyer de 600 plus 200 ou 300 € parce que du coup, vous aurez un coût mensuel, une mensualité de biens immobiliers auprès de votre locataire de 800, 900 €. Alors que le prix du marché, c'est 600, 650 €. Personne ne l'acceptera. Et donc, ça voudra dire que vous devrez prendre en compte, et vous-même, à votre charge, toutes les charges que j'ai dit précédemment. Charges de copro, alors qu'il y a une grande partie qui est aux frais du locataire, les charges d'énergie qui sont normalement totalement à la charge du locataire, etc., etc. Donc tout ça, c'est ce qui peut faire plomber la rentabilité d'un bien immobilier. La troisième clé pour bien réussir votre investissement, c'est évidemment d'acheter dans un quartier en devenir ou même un quartier déjà intéressant. Pourquoi? Parce que dans l'immobilier, il y a surtout une règle, l'emplacement. C'est l'emplacement qui va déterminer la valeur de votre bien. C'est l'emplacement qui va déterminer la demande locative de votre bien. C'est l'emplacement qui va déterminer même la demande de revente et donc la plus-value de votre bien. C'est finalement l'emplacement qui est le critère numéro 1 quand on investit dans l'immobilier, avec évidemment le prix du mètre carré et la rentabilité. Mais si l'emplacement est mauvais, tout le reste sera mauvais et tout le reste ne sera que théorie. C'est donc l'emplacement en numéro 1. Et si vous investissez dans une zone en devenir, un quartier en devenir, votre bien prendra beaucoup plus de valeur qu'un bien dans un mauvais quartier, ça c'est une certitude, mais même dans un quartier plutôt moyen. Donc allez-y avec les quartiers en devenir. Alors comment faire? Déjà, bien maîtriser les différents quartiers de votre ville. Les quartiers plutôt craignos, les cités, les mauvais quartiers en fait, les quartiers problématiques, les quartiers bourgeois déjà existants, très cotés. Peut-être qu'autour, s'il y a des quartiers qui ne sont pas encore totalement à la mode, mais qui sont très très proches de centres d'intérêt majeurs, avec des quartiers intéressants, mais qui ne sont pas non plus problématiques, ils risquent de monter. Quelque chose que vous pouvez faire, c'est analyser le potentiel de ces quartiers-là. Alors comment faire? Il suffit d'aller par exemple sur l'INSEE, voir la courbe démographique de la ville. Si elle augmente, il y a de fortes chances qu'il y ait une gentrification dans votre ville. Voir également les projets municipaux. Ça, vous pouvez le voir en tapant projet ville de X. Voilà, vous mettez ville de Lyon, je ne sais quoi, vous allez voir les projets. Moi, c'est comme ça que je fais quand j'investis, je regarde les projets. Et donc, parfois, je suis en avance sur la plupart des gens parce que je sais déjà qu'il y a même parfois un potentiel projet. Le projet n'est pas encore voté, mais il y a un potentiel projet. Et c'était par exemple le cas avec un CHU. Un nouveau CHU va être créé dans ma ville d'investissement. J'ai acheté le bien il y a déjà plus de 5 ans. Or, pour créer un CHU, un hôpital, je ne sais plus combien de temps on met, mais on met peut-être plus de 6 à 7 ans. Et donc, il faut beaucoup anticiper. Les statistiques de l'INSEE, vous pouvez parfois en avoir aussi au sein même de la ville. Ça, c'est hyper important. Donc, toutes ces petites choses-là peuvent vous donner un indicateur sur quartier en devenir ou non. Et puis, une autre chose, le réseau local. Parlez à des agents immobiliers, parlez à la boulangère. Mais évidemment, je sais que vous habitez à l'étranger, mais vous pouvez prendre votre téléphone, appeler un agent immobilier. Vous pouvez prendre votre téléphone, appeler d'ailleurs, il y a plein de trucs sur Internet pour appeler sans payer du hors forfait, appeler la boulangère du coin. Moi, je l'ai fait plusieurs fois pour vérifier la véracité des fiches de paye de mes locataires. Des locataires apprentis, des locataires boulangers. J'avais un peu des doutes. J'ai appelé, ça m'est arrivé 2-3 fois quand je gérais encore moi-même mes biens immobiliers. Le boulanger m'a répondu, si, il est bien salarié chez nous, ok. Bon, moi, j'étais rassuré. Et bien, c'est la même chose pour les quartiers. Les boulangères sont au courant de tout. Ça peut être pareil avec le bureau de tabac. Ils sont au courant de plein de petites choses, ok? Parce que
ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que c'est l'emplacement qui va dicter votre plus-value à long terme. C'est votre emplacement qui va dicter en fait tout en lien avec le bien immobilier, c'est-à-dire son attractivité globale, économique et financière inclus. Et donc c'est primordial d'investir dans un bon emplacement et donc il faut l'étudier. Et si vous pouvez choper le futur quartier ou le quartier qui est en train de changer, vous aurez un train d'avance sur les autres. Vous pourrez donc propulser vos acquisitions, propulser votre patrimoine immobilier avec des plus-values latentes conséquentes. La quatrième clé, c'est tout simplement savoir faire preuve de projection dans les travaux. Et donc, qui dit projection dans les travaux, dit maîtrise également des différentes sources de rénovation, construction, travaux. Alors, je m'explique. Il y a plusieurs stratégies de rénovation quand on investit dans l'immobilier. Et ça, c'est important de le comprendre. Il y a plusieurs stratégies et il est essentiel de maîtriser ces différentes stratégies de rénovation. Parce qu'en fonction de chaque stratégie, votre bien pourra prendre un grand coup de boost ou un tout petit coup de boost. En fait, si je devais schématiser, savoir créer de la valeur travaux, de la valeur rénovation, tout ça, c'est primordial. Donc, il y a plusieurs possibilités. On peut faire une division. Division, c'est prendre un bien, le diviser en 2, 3 biens. On peut prendre un immeuble, typiquement. Un immeuble, une maison ou un immeuble où il n'y a que un ou deux lots et puis on va diviser avec plusieurs lots. On va créer du coup des appartements. Plus il y a d'appartements, plus votre immeuble ou votre maison aura une valeur importante. On peut faire également un agrandissement, une extension. On peut faire aussi une rénovation intérieure beaucoup plus intéressante, de passer de une chambre à 2 chambres, voire à 3 chambres. Par exemple, j'ai fait une rénovation il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai acheté un appartement au dernier étage. J'ai vu qu'il y avait un grenier. Le grenier appartenait à la copropriété. J'ai acheté le grenier et j'en ai fait un duplex. Donc, dans ce cas de figure, c'est hyper intéressant parce que je crée beaucoup de valeur foncière. Un grenier inutilisé, zone un peu de stockage fourre-tout qui était totalement inutile. C'était un grand plateau de 70 mètres carrés. J'ai pris ce plateau-là et j'en ai fait un duplex avec l'appartement du dernier étage que je possédais. Il y avait deux possibilités, soit faire un duplex, chose qui peut être quand même très intéressante, un gros coup de cœur. On peut faire 3-4 chambres sur un niveau, autre niveau on peut faire par exemple les chambres et puis en dessous on peut faire un grand espace vie avec un super salon, super cuisine. Et ça c'est hyper important. Le grenier de tête que j'ai acheté il faisait 70 mètres carrés. La surface en dessous elle faisait aussi 50-60 mètres carrés. Donc ça fait quand même un appartement très conséquent d'autour de 100-110 mètres carrés. C'est pas rien. L'autre possibilité que j'avais, c'est de faire un logement dans le grenier, voire même plusieurs logements. Sauf qu'en l'espèce, ce n'était pas possible. Okay. Donc toutes ces petites stratégies de rénovation et de valorisation du foncier sont primordiales à maîtriser. Il faut faire preuve donc d'imagination, toujours essayer de vous projeter comment je peux améliorer le plus possible le bien immobilier. Et donc sur ça, ça s'apprend, ça se pratique. Je sais que moi, je suis devenu très très fort à faire ça. Dès que je rentre dans un appartement, je sais comment et ce qu'il faut changer et il faut que vous ayez ce réflexe-là. Alors comment le faire quand on habite à l'étranger? Déjà, obtenir un plan auprès de l'agent immobilier. En ayant un plan, vous pourrez voir comment est composé l'appartement. Vous pourrez même voir certainement où est-ce qu'il y a des murs porteurs, primordial. Vous pourrez même identifier où sont situés les WC. Les WC, c'est un emplacement, c'est quelque chose qui est très difficile à bouger, à modifier. Okay. Et donc tout cela, vous pourrez concevoir déjà améliorer la conception, toujours en vous disant qu'est-ce que je peux optimiser, mettre au goût du jour. Okay. Ça, c'est une possibilité. L'autre chose, faire une visite en visio. Visite en visio, depuis le Covid, WhatsApp vidéo, tous ces trucs-là, c'est normal. Tout le monde le fait. Avant, moi, quand j'investissais, donc avant le Covid, personne ne faisait la vidéo pour faire des visites en immobilier ou très peu de monde. Les agents immobiliers en 2016, ils étaient fermés à ça. Limite, ils me disaient c'est de l'arnaque. Et donc, on a cette chance maintenant. Utilisez-la. Vous pourrez donc vous projeter. Et puis, la dernière chose, faites passer un artisan. Un artisan, lui aussi, parfois, il peut avoir des bonnes idées. Alors, en déco, c'est rarement le cas. Mais en optimisation de l'espace, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et c'est ça la bonne chose quand on investit, c'est qu'il faut avoir un réseau. C'est ce qu'on a ici au sein d'Immo.expat. Tous les membres, on leur donne un réseau et ça, c'est primordial pour avancer. Et quand on va faire de la valorisation foncière, il y a un autre truc qui est important, c'est la maîtrise des travaux, l'anticipation. Et donc, il va falloir planifier vos travaux d'une main de maître, à savoir avoir un planning, avoir des artisans évidemment de qualité, avoir un listing de tous les travaux qu'il faut faire pour vérifier qu'il n'y a pas d'excédent de budget, pour voir que tout y est. Et puis, après, maîtriser le chantier. J'ai déjà fait une vidéo sur ça, je vous invite à aller la voir, mais ça, c'est primordial. En fait, c'est comme ça que vous pourrez
vous construire un patrimoine immobilier pérenne, puissant et surtout avec une longévité dans le temps. Avec un patrimoine en fait dans lequel vous pourrez vous ressortir des plus-values conséquentes, avoir des locataires de qualité et surtout n'avoir aucune surprise. C'est vraiment ces 4 clés qu'il faut absolument maîtriser quand on investit dans l'immobilier. Il y en a d'autres. La fiscalité, je ne l'ai pas abordé. Le financement, je ne l'ai pas abordé. Mais pour trouver votre bien immobilier, ces 4 clés sont essentielles à maîtriser. Maintenant, si vous voulez aller plus loin et vraiment investir, je vous invite à regarder la masterclass que j'ai conçue pour justement investir depuis l'étranger. Quelle est la méthode pour investir depuis l'étranger? Ça, c'est primordial. Je vous invite, pourquoi pas, à réserver un appel avec mon équipe. Et enfin, je vous invite tout simplement à vous abonner à cette chaîne. Vous en saurez beaucoup plus sur l'immobilier et à me poser les questions que vous avez en commentaire de cette vidéo. Laissez un like également, ça me fera extrêmement plaisir. Et j'ai un dernier message à vous dire, c'est possible d'investir en France dans l'immobilier, de faire de très bonnes affaires sans payer aucun impôt, d'en ressortir avec un patrimoine conséquent pour votre retraite, un complément de revenus. Mais il y a une chose à faire, c'est se bouger. Et donc ça commence dès maintenant. Je vous laisse sur ça, à très bientôt.